Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du principe de Le Chatelier. Mais qu'est-ce que Le Chatelier? Si on modifie les conditions d'un système à l'équilibre, il va réagir de façon à s'opposer au changement qui lui en est imposé jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel équilibre. L'équilibre est atteint lorsque la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction indirecte. Il existe trois facteurs qui modifient un système initialement à l'équilibre: la concentration, la température et la pression. Alors, commençons par le facteur de la concentration. En général, si on augmente la concentration d'un réactif ou d'un produit, la réaction aura tendance à s'opposer à cette perturbation. Plus précisément, le système réagira en diminuant la concentration de la substance ajoutée pour atteindre de nouveau l'équilibre. Donc, prenons un exemple pour un effet de la concentration. Donc, mon exemple, c'est avec le dihydrogène et le diode qu'on va ajouter et qui vont former 2 moles de HI. Donc, ici, on a ajouté du dihydrogène. Donc, le résultat, c'est que la réaction, dans le fond, va s'opposer au changement en formant des produits avec le surplus de dihydrogène qui a été ajouté. Donc, lors de la perturbation, la concentration de H2 aura légèrement diminué. Donc, ça, c'est pour contrer l'augmentation. Et après l'équilibre, lorsque l'équilibre va être atteint, elle sera tout de même plus élevée que sa concentration initiale. Donc, si on regarde le tableau ici, qui est le graphique dans le fond qui est à droite, on peut voir qu'on a ajouté du dihydrogène, mais qu'ensuite, lors de la perturbation, elle a diminué sa concentration, mais qu'elle est tout de même supérieure à la concentration initiale. OK, maintenant, on va prendre un autre exemple qui est dans le fond la même équation, mais cette fois, on va retirer du dihydrogène, donc on va diminuer sa concentration. Donc, comme il s'était passé avec l'autre exemple précédent, la réaction va également s'opposer au changement imposé en favorisant la formation des réactifs. Donc, lors de la perturbation, la concentration de H2 aura légèrement augmenté. Donc, ça, c'était pour contrer la diminution. Mais après l'équilibre atteint, elle sera tout de même plus basse que sa concentration initiale. Donc, si on regarde encore le graphique à droite, on peut voir qu'il était au départ à l'équilibre et qu'on a diminué la concentration de dihydrogène. Pour la perturbation, on a vu sa concentration augmenter légèrement, mais comme on peut voir, la concentration finale est plus basse que la concentration initiale. Donc, ici, on peut voir que lorsqu'on retire, on diminue la concentration de dihydrogène, on peut voir que c'est la réaction inverse qui est favorisée. Donc, on passe des produits aux réactifs. Maintenant, je vais vous présenter un tableau qui résume, dans le fond, tous les effets de la concentration. Donc, le premier, ce serait une augmentation de la concentration des réactifs. On peut voir ici que si on augmente sa concentration, c'est la réaction directe qui va être favorisée, donc des réactifs aux produits. Si on prend un autre cas qui est la diminution de la concentration des réactifs, on peut voir que ça va être la réaction inverse qui va être favorisée. Donc, la réaction des produits aux réactifs va être plus facile si on veut. Pour une augmentation de la concentration des produits, cette fois-ci, donc de l'autre côté de l'équation, on peut voir que la réaction des produits aux réactifs va être favorisée. Donc, ça, c'est la réaction inverse. Et finalement, si on prend une diminution de la concentration des produits, on peut voir que la réaction directe va être favorisée, donc des réactifs aux produits. Alors, maintenant, parlons du facteur de la température. En effet, pour prédire l'effet d'une augmentation ou d'une diminution de température sur un système à l'équilibre, il faut savoir si la réaction est exothermique ou endothermique. Donc, maintenant, je vais vous faire un exemple pour l'effet de la température. Donc, c'est toujours la même équation. Cette fois-ci, j'ai, dans le fond, substitué l'énergie que requiert la réaction pour s'effectuer. Donc, on peut voir ici que c'est une réaction qui est endothermique puisque l'énergie est à gauche de la flèche. Donc, ici, on peut voir qu'on augmente la température. Donc, ça a un lien direct avec l'augmentation de l'énergie. Donc, la réaction va utiliser le surplus d'énergie créé par la hausse de température et va favoriser la transformation qui requiert le plus d'énergie possible, soit la réaction endothermique.
Donc, on peut voir ici qu'on va passer des réactifs aux produits. La réaction va être dans le fond beaucoup plus facile. Vu qu'on a plus d'énergie, ça va être plus facile de produire des produits. Maintenant, je vais faire encore un résumé, donc un tableau qui résume tous les effets de la température. Donc, si on augmente la température et qu'on a affaire avec une réaction qui est exothermique, on peut voir que la réaction inverse va être favorisée, donc des produits aux réactifs. Si on a affaire par contre à une réaction qui est endothermique, on peut voir que si on augmente la température, la réaction directe va être favorisée, donc des réactifs aux produits. Et dans l'autre cas, si on diminue la température, donc on diminue aussi de l'énergie, si on a affaire avec une réaction qui est exothermique, on peut voir que c'est la réaction directe qui va être favorisée, donc des réactifs aux produits. Et si on a affaire avec une réaction endothermique, on peut voir que c'est la réaction inverse qui va être favorisée, donc des produits aux réactifs. Le dernier facteur, c'est la pression. Un changement de pression peut modifier l'équilibre seulement si le système comporte au moins une substance gazeuse. En effet, les substances liquides et solides ne sont pas affectées par une perturbation de pression. De plus, selon la loi générale des gaz, PV est égal à nRT, la pression est inversement proportionnelle au volume. Donc, plus la pression exercée sur un gaz augmente, plus le volume diminue. Maintenant, je vais vous faire un exemple qui est par rapport à la pression. Donc, si on augmente la pression, comme on l'a dit précédemment, ça veut dire qu'on diminue le volume. Donc, si on prend par exemple l'équation N2O4 qui est en phase gazeuse, c'est très important de le savoir, qui va former 2 moles de NO2 gazeux aussi, on peut voir que si on augmente la pression, dans le fond, le système devra favoriser la réaction qui diminuera la pression et il va donc aller vers le côté ayant le moins de molécules. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il va passer de 2 moles à 1 mole. Donc là, ça c'est la réaction qui va être inverse. Si dans un autre cas, on prend l'équation 2CO2 en phase gazeuse qui va former du carbone solide et du CO2 gazeux, on peut voir que ici, vu qu'on a simplement 1 mole à droite et 2 moles à gauche, vu qu'il veut toujours aller vers le côté ayant le moins de molécules, il va favoriser la réaction directe, donc de 2 moles à 1 mole. Si on prend un autre exemple qui est pour la diminution de pression, donc j'ai pris les mêmes équations, mais si cette fois-ci on diminue la pression, donc on augmente le volume, on peut voir que on va passer ici, on a 1 mole à gauche et 2 moles à droite. Donc lorsqu'on diminue la pression, il va arriver dans le fond le contraire. Donc la réaction sera d'augmenter la pression et donc de favoriser la réaction vers le côté ayant le plus de molécules. C'est pour ça qu'ici, on va passer de 1 mole à 2 moles et qu'on va favoriser la réaction directe. Et pour l'autre équation qui est à droite, on peut voir que c'est le 2CO en phase gazeuse qui va donner 1 mole de carbone solide et du CO2 gazeux. On peut voir ici qu'on va aller toujours vers le côté ayant le moins de molécules. C'est pour ça qu'on passe du 1 mole au 2 moles, donc qui est la réaction inverse. Donc, en résumé, si on augmente la pression et donc on diminue le volume, il va y avoir un déplacement vers le côté où il y a le moins de molécules. Et si par contre on diminue la pression, donc on augmente le volume, le déplacement va s'effectuer vers le côté où il y a le plus de molécules.